Les élections générales en Tanzanie prévues fin 2020 seront libres et équitables. La promesse faite mardi par le président Magufuli qui dit vouloir permettre aux observateurs de constater la maturité de la démocratie dans son pays. Le chef de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a demandé mardi à ses partisans de se préparer à de nombreuses manifestations. Objectif, provoquer un changement politique dans un pays en crise. En avril dernier, le gouvernement fédéral nigérien a interdit l'exploitation des mines. Mais à Zamfara, dans le nord-ouest, de nombreuses mines continuent de fonctionner sans mesures de sécurité ni règles d'hygiène. Un nouveau journal sur Sika. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. On ouvre cette édition par des nouvelles de la Tanzanie où les élections générales prévues fin 2020 seront libres et équitables. C'est ce qu'a affirmé ce mardi soir le président tanzanien John Pombe Magufuli. Il a aussi annoncé vouloir inviter des observateurs internationaux pour constater la maturité de la démocratie dans son pays. Le président John Magufuli, 60 ans, devrait être candidat à sa succession pour un nouveau mandat de 5 ans, selon de nombreux observateurs tanzaniens. Nous veillerons à ce que les élections générales, qui sont importantes pour un pays démocratique, soient pacifiques, libres et équitables, a-t-il déclaré devant des diplomates étrangers et des hauts responsables de l'ONU lors d'un dîner à Dar es Salaam. Nous inviterons également des observateurs internationaux pour constater la maturité de la démocratie en Tanzanie, a-t-il ajouté. Le parti Chama cha Mapinduzi CCM du président Magufuli a remporté 99% des quelques 16 000 postes de chefs de rue et de village mis en jeu lors des élections locales de novembre dernier. Selon Washington et Londres, ce scrutin avait manqué de crédibilité, pointant notamment les obstacles posés par les autorités tanzaniennes au dépôt de candidature des membres de l'opposition qui ont érodé la confiance dans le résultat des élections. Le Chadema, principal parti de l'opposition, a décidé début novembre de ne pas participer au scrutin, expliquant que ces candidats étaient victimes d'intimidation ou de règlements dont le but était de bloquer leur candidature. Magufuli a marqué les esprits depuis sa prise de fonction en 2015 en se montrant inflexible dans la lutte contre la corruption, mais il a aussi été critiqué pour son autoritarisme. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, a demandé ce mardi à ses partisans de se préparer à de nombreuses manifestations pour provoquer un changement politique dans un pays en crise. C'était au cours d'une réunion publique à Mbare, un quartier pauvre d'Harare. La Constitution nous autorise à manifester. Cette année sera donc une année de mobilisation et de manifestation, a lancé Nelson Chamisa devant plusieurs milliers de sympathisants de son mouvement, le Mouvement pour un changement démocratique MDC. Il n'y a pas d'armes qui puissent vous arrêter. Il n'y a pas de politicien qui soit assez puissant pour vous arrêter. Donc, chers Zimbabwéens, n'oubliez pas vos droits de manifester. Le dialogue doit être encadré et soutenu par un médiateur crédible. Ce dialogue doit être un dialogue qui ne porte pas sur le pouvoir ni sur les positions. Au pouvoir depuis la fin 2017, le président Emmerson Mnangagwa a hérité de son prédécesseur Robert Mugabe qui a régné sans partage pendant 37 ans d'un pays financièrement exsangue. La situation de ces 15 millions d'habitants s'est encore aggravée récemment avec le retour de l'hyperinflation, des coupures d'électricité, des pénuries de produits comme la farine, le carburant et les médicaments, sans oublier la sécheresse. Partenaires internationaux, aidez-nous, entendez notre voix lorsque nous vous appelons à l'aide. Oubliez nos problèmes dans le pays. Aidez-nous sur le front humanitaire. Aidez-nous sur le front de la santé. Aidez-nous à nourrir les gens. S'il vous plaît, aidez notre peuple, sinon nous perdrons la vie. L'opposition et la société civile accusent Mnangagwa
de réprimer systématiquement leurs manifestations contre la dégradation continue de leurs conditions de vie. Violent combat entre factions au nord-est du Nigeria, de nombreux djihadistes ont été tués lors de ces affrontements entre groupes rivaux. En 10 ans, le conflit armé qui s'est propagé au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin a fait, selon les chiffres de l'ONU, plus de 36 000 morts et 2 millions de déplacés au seul Nigeria. Les combattants de Boko Haram, fidèles à Abubakar Shekau, ont attaqué le camp d'un mouvement rival, la branche africaine de l'État islamique, ISWAP. L'opération a été menée dans le district d'Abadam, près de la frontière avec le Niger, dans l'objectif d'obtenir le retour de leurs femmes qui avaient été enlevées par les combattants de l'ISWAP au cours d'un raid au Niger voisin. En effet, les combattants de l'ISWAP avaient attaqué auparavant un camp de Boko Haram dans la région de Difa, au Niger, où ils avaient enlevé 13 femmes. Le groupe Boko Haram a retrouvé la trace des femmes à Sunawa, dans la région du lac Tchad, qui est contrôlée par l'ISWAP, et ont décidé une attaque pour tenter de les libérer. Mais l'opération n'a pas réussi et les femmes sont toujours sous le contrôle de leurs ravisseurs. De mémoire, soulignons que l'ISWAP a fait scission avec Boko Haram en 2016 avec le soutien du groupe État islamique en raison notamment de son rejet des attaques contre les civils. Le groupe s'est concentré sur les attaques contre les soldats et les installations militaires, mais il a de plus en plus visé des civils depuis la prise du contrôle du groupe par des éléments durs en 2018. Depuis la scission, les deux groupes se sont affrontés militairement. On reste au Nigeria où en avril dernier, le gouvernement fédéral a tenté d'interdire l'exploitation des mines à Zamfara, dans le nord-ouest du pays, où l'orpaillage est l'une des seules ressources pour les habitants. De nombreuses mines continuent pourtant de fonctionner sans aucune mesure de sécurité ni règles d'hygiène. Reportage. Après 10 heures sous terre, ce mineur aperçoit enfin la lumière du jour. Dans cette mine clandestine, on creuse la terre sans équipement ni protection. Une activité à haut risque qui rapportera au mieux quelques dollars à ce groupe d'orpailleurs à la fin de la journée. J'ai besoin de ce travail pour survivre parce que je ne trouvais aucun travail en ville. Mon chef m'a appelé, il m'a dit « Viens, rejoins-nous dans ce business ». Et j'ai commencé à travailler pour lui. Dans cet état du nord-ouest du Nigeria, l'un des plus pauvres du pays, les minerais sont convoités et les mines sont régulièrement la cible d'attaques par des bandes armées. Face à l'insécurité, le gouvernement a interdit l'exploitation des mines en avril dernier. Malgré l'interdiction, les chercheurs d'or continuent à agir clandestinement. L'autre conséquence de l'orpaillage dans la région, c'est l'empoisonnement au plomb. L'extraction artisanale de l'or, réalisée parfois à l'intérieur même des villages, libère ce poison qui contamine les sols et les eaux. À quelques kilomètres de la mine, dans cette clinique MSF, les médecins accueillent une fois par semaine les jeunes enfants contaminés. Aliou a été empoisonné il y a 2 ans. Les séquelles sont déjà visibles. À l'âge de 2 ans, il a été contaminé par du plomb. Son système neurologique s'est progressivement détérioré. Il a perdu l'ouïe, il a fréquemment des crises d'épilepsie et il est très nerveux. Nous avons vu quelques améliorations, mais il a toujours besoin de soins. Pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'exposition au plomb. Les mineurs ne doivent pas travailler près des communautés. Les mineurs doivent respecter certaines mesures d'hygiène et avoir de meilleures pratiques de minage. Depuis 2010, près de 500 enfants sont morts dans l'état de Zamfara des suites d'un empoisonnement au plomb. En interactualité, l'un des principaux partis d'opposition thaïlandais a échappé belle ce mardi, Future Forward, accusé par ses détracteurs d'avoir tenté de renverser la monarchie, ne sera pas dissous faute d'éléments à charge. Toutefois, la formation reste menacée d'interdiction dans une autre procédure. La Cour constitutionnelle a conclu qu'il n'y a aucun élément à charge, montrant que les dirigeants clés de Future Forward ont intenté des actions contre la monarchie thaïlandaise. Ce parti d'opposition, l'un des principaux, est accusé par ses détracteurs d'avoir tenté de renverser la monarchie. Troisième force politique en Thaïlande, Future Forward
a obtenu aux législatives de 2019 plus de 6 millions de voix, en particulier celles des jeunes thaïlandais inquiets du rôle joué par l'armée dans la vie politique. Dirigé par un milliardaire charismatique, le parti est, avec ses appels à la fin de la construction et à la réduction des budgets pour la défense, la bête noire des militaires qui tiennent toujours les rênes du pays. Et depuis son ascension fulgurante, il est la cible d'attaques incessantes des autorités judiciaires. Dans une autre procédure, le leader, seulement âgé de 41 ans, a été déchu de son mandat de député, accusé d'avoir détenu des parts dans un organe de presse pendant la campagne électorale. Et le parti risque la dissolution dans un troisième dossier, une affaire présumée de prêts illégaux qui aurait été accordée par l'homme d'affaires à son mouvement. Mardi, Amnesty International a appelé les autorités thaïlandaises à cesser d'instrumentaliser le processus judiciaire pour intimider et harceler les dirigeants et les membres de Future Forward. Et pour mettre un terme à cette édition, voici à présent la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Togo, le principal opposant au chef de l'État était face à la presse. Liberté présidentielle de 2020 et saisine de la Cour constitutionnelle, Fabre attaque la candidature de Faure et recuse deux juges. Togo Matin de s'interroger, recours en annulation de candidature. Jean-Pierre Fabre se tromperait-il de combat? Fraternité sur une autre actualité, refus de la mission d'observation au CEJP, le pouvoir humilie Monseigneur Nicodème Barriga. Au Sénégal, la fronde au sein du parti au pouvoir fait réagir. Le quotidien Diakhaté et l'APR, c'est fini. Il a été exclu pour propos séditieux et fractionnistes. L'homme répond avec l'as. Moustapha Diakhaté réagit à son exclusion. C'est une farce. On parle économie toujours avec l'as. Lancement du budget programme. L'État libère les sous. Le Témoin, gestion budgétaire 2019. Abdoulaye Daouda Diallo vante son bilan. Suite quotidien, tournée nationale de certains états-majors politiques, Conseil des ministres décentralisé aux allures de pré-campagne déguisée, parfum de local et 2024. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin titre présidentielle 2020 et stabilité. Ouattara depuis Londres, le gouvernement est à la tâche pour une élection démocratique et apaisée. Le jour, situation socio-politique, Sidi Touré répond aux évêques, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Le nouveau réveil dans la foulée appelle à l'apaisement. Ouattara déchire les conseils de l'église catholique. Au Cameroun, pour finir, information relais, les propos de Laurent Essor, le RDPC doit tenir les commandes de Douala, Cameroun Tribune, accélération de la décentralisation, place à la pratique. Le jour, fiscalité, la colère des grands patrons, mutation, titre pour finir, décembre 2019, janvier 2020, le nouvel an de Boko Haram, enquête sur la recrudescence des attaques de la secte terroriste dans l'extrême nord du Cameroun. Et voilà qui met terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bon suivi des programmes sur SICA.